On va essayer de se rattacher à tout le monde. On a compris le mot d'ordre de notre présentateur in English. So we will be talking about new regulatory approaches. Alors, les codes de conduite, les nouvelles approches régulatoires auxquelles Grégoire faisait référence, ça s'insère dans un mouvement plus vaste de responsabilisation sociale des entreprises. D'un côté, les codes de conduite traduisent la recherche de légitimité des entreprises. D'autre côté, un désir de la part de la société que les entreprises soient davantage imputables. Alors, nous, on s'est posé la question, compte tenu que le contenu normatif des codes de conduite touche souvent la sphère de relations de travail, est-ce que les codes de conduite peuvent être des vecteurs de la citoyenneté au travail ou, au contraire, trouver un point d'interrogation à la fin, est-ce qu'ils augmentent le pouvoir patronal? Alors, on s'est intéressé de façon un peu différente. Souvent, on parle des codes de conduite et des travailleurs dans la chaîne de sous-traitance. Nous, on voulait voir par rapport aux salariés de l'entreprise, de la grande entreprise, quel effet avaient ces codes de conduite et quel lien ont-ils avec les autres outils d'encadrement de la relation de travail. Alors, bon, pour faire un plan de qu'est-ce que nous allons dire, donc, on va faire une petite revue de la littérature, expliquer le corpus de notre recherche, où est-ce qu'on se situe dans cette grande recherche sur la grande entreprise, et analyser, c'est surtout René Claude qui va le faire, le contenu des codes de conduite et l'effet des codes de conduite comme vecteur de citoyenneté au travail avec une conclusion très préliminaire parce que on est au début de notre recherche. Alors, dans la littérature, on a traité les codes de conduite de trois façons. La première façon, et on a l'auteur principal ici présente, Guylaine Vallée, qui s'est demandé très tôt, est-ce que les codes de conduite pourraient être des vecteurs du pouvoir patronal en les associant à des règlements d'entreprise qui dictent souvent des obligations de comportement des salariés ou participent finalement à l'action disciplinaire en disant, bon, si vous êtes un bon employé, vous devez agir de telle façon. J'ai en tête notamment, mais pour ne pas le nommer, le Code d'éthique de Québécois avec sa définition sur les conflits d'intérêts qui est assez intéressante et on peut se demander si on peut, après ça, travailler ailleurs après avoir travaillé chez Québécois. Mais c'est une question que je me posais comme ça, mais je ne m'attends pas à ce que Charles ait la réponse. Deuxième possibilité, les codes de conduite peuvent être une protection accrue des travailleurs. Autre hypothèse esquissée par Mme Vallée. Et on pouvait se demander en premier temps, est-ce que les codes de conduite pourraient protéger les travailleurs dans la chaîne de sous-traitance et dans la question de l'effondrement du Rana Plaza, où Loblaws avait un atelier de couture. On a essayé d'utiliser le code de conduite de Loblaws pour voir s'il n'y avait pas une obligation de protection envers les travailleurs qui avaient perdu la vie. Et un juge en Ontario a dit, bien, ça ne serait pas une bonne idée de donner un effet juridique à un code de conduite parce que là, les entreprises n'en adopteront plus. Donc, alors, donc la réponse était non. Est-ce que le code peut servir à préciser l'étendue de l'obligation d'accommodement? Là, on est dans le plus petit, mais M. Coutu, ici, a utilisé dans son grand mammouth, un de ses mammouths, il ne se rappelait pas hein, de ce passage-là. Alors, une décision au Conseil des Canadiens avec déficience contre Via Rail, c'est une décision d'un citoyen, un consommateur, si on peut dire, un usager de Via Rail, mais qui demandait d'avoir son fauteuil roulant à bord d'un train de Via Rail. Et Via Rail disait, ben non, ça dépasse, c'est une contrainte excessive. Puis, ben, comme dans son code de conduite, Via Rail trouvait important là, de faciliter l'accès à ces moyens de transport, c'est le commun, les wagons. Aux usagers handicapés, ben, on a dit, ben, ça ne peut pas être une contrainte excessive si vous dites vous-même dans votre code de conduite. Donc, peut-être qu'un employeur pourrait se faire opposer son code de conduite dans ce sens-là.
Troisième possibilité, les codes de conduite en tant qu'instrument de participation des travailleurs des syndicats. Ça, c'est une recherche que j'ai faite avec Mélanie Dufour-Poirier et Francisco Villanueva. Et on a constaté qu'il y avait peu de structures qui permettaient un dialogue social et que les codes de conduite étaient plus vus comme un instrument du pouvoir patronal que les employés dans un code de conduite dans la responsabilité sociale sont juste une partie prenante parmi d'autres. Alors, on a étudié les codes de conduite de 7 grandes entreprises canadiennes. Pourquoi 7? Pourquoi on a décidé celle-là? On a plusieurs critères de sélection. Je veux qu'il lui reste, non, mais je veux qu'il lui reste 10 minutes. Ça va? On est à 6 minutes. OK, merci. Bon, on a essayé de recouper un peu ce que d'autres personnes avaient fait dans l'équipe, mais là, c'est un peu malaisant de dire ça parce que c'est des gens qui ne peuvent pas identifier leur entreprise. Les non-juristes du groupe ne peuvent pas. L'autre critère, on voulait une grande entreprise qui ait un code de conduite. On voulait qu'il y ait une entreprise ait son siège social au Canada. Bon, on s'est retrouvé, on voulait l'existence de la jurisprudence sur le code, vous voyez, comme un critère super juridique. Et bref, une certaine diversité là, de secteurs des entreprises fédérales, provinciales. OK, le cadre conceptuel de c'est quoi la citoyenneté au travail, ça s'inspire de la citoyenneté industrielle de Harry Arthurs, qui a 2 objectifs: limiter la commodification des travailleurs, leur donner le droit d'influencer leurs conditions de travail. Donc, democratize, decommodify, c'est un peu le manifeste d'Isabelle Ferreira, s'il nous manque juste cette transition énergétique. On rejoint aussi un peu la première présentation, the expressiveness and the autonomy and control and economic and social rights, mais là, je ne sais pas où tu veux les mettre, Grégoire. Mais nous, en tout cas, on a séparé ça en droit civil en s'inspirant de Marshall, les droits nécessaires aux libertés individuelles, les droits politiques, les droits qui permettent la participation à l'entreprise et les droits sociaux qui permettent certaines normes d'emploi. Alors, on a regardé, enfin, René-Claude et Gaëlle, on regarde. Bon, le tableau ne sort pas très bien à l'écran, mais dans le fond, ici, on voit un peu nos indicateurs. Là, ici, dans le fond, je vais vous présenter 3 diapositives qui vont reprendre l'idée de droit civil, droit politique et droits sociaux. Donc, on a tiré des indicateurs de la littérature existante sur la citoyenneté au travail, mais également, on a fait un petit peu d'induction en regardant le contenu des codes puis en ajustant nos indicateurs. Sur le plan, et je rappelle qu'on parle des codes de conduite s'appliquant aux employés, parce que si on faisait l'analyse des codes de conduite des sous-traitances, le contenu est différent et toutes les entreprises qu'on a choisies ont aussi des codes de conduite applicables dans leur chaîne de sous-traitance, ce qui va peut-être être l'analyse dans une deuxième étape de notre recherche. Ce sera à voir. Mais donc, au niveau des droits civils, on parle donc des garanties du respect des droits individuels fondamentaux. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments à ce niveau-là, mais il faut remarquer que l'ensemble des codes indiquent que les entreprises s'engagent au respect de la législation nationale et au respect des lois. Donc, ça peut avoir l'air d'un minimum, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi comprendre le code de conduite qui s'applique aux employés. Donc, il y a déjà un cadre national qui, provincial, en fait, là, au Québec, on comprend que la législation québécoise et pour les entreprises fédérales, la législation fédérale qui s'applique, mais donc, il y a beaucoup de droits individuels qui sont déjà protégés par la législation nationale. Donc, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Mais ce qu'on retrouve beaucoup et ce qu'il faut cibler, c'est que le droit à l'égalité et l'interdiction de discrimination sont expressément mentionnés dans l'ensemble des codes de conduite. Donc, on met beaucoup l'accent sur la diversité, sur l'inclusion. Donc, les préoccupations sociales dont on entend parler beaucoup à l'heure actuelle sont présentes dans les contenus des codes de conduite, ce qui peut laisser penser que l'entreprise veut se présenter comme une bonne entreprise citoyenne, en même temps qu'elle inclut aussi des droits civils pour les employés. Ensuite, ce qu'on peut aussi remarquer qui est présent de façon plus ou moins forte, c'est les questions de dignité, les questions d'interdiction de harcèlement et de protection des renseignements personnels.
Pour ce qui est des droits politiques, ma feuille est ici, je cherche mes notes. Pour ce qui est des droits politiques, donc on avait identifié plusieurs indicateurs dans la littérature, notamment au niveau de la participation des salariés par l'accès à la liberté d'association, par la présence d'un syndicat dans l'entreprise, aussi par le droit d'accès à l'information ou un droit de consultation des employés, le partage de la gouvernance, que ce soit par le biais de comités paritaires ou encore de participation des salariés dans la structure de gouvernance, mais peut-être de façon non surprenante, il n'y a presque pas d'indicateurs de ces droits politiques que l'on retrouve dans les codes de conduite. Toutefois, il y a un élément qui est présenté par les entreprises comme un moyen de participation et c'est les mécanismes de signalement confidentiels des infractions au code ou mécanismes d'alerte en matière éthique et qui portent des titres qui appellent la participation des salariés. Si on prend par exemple l'Obla, leur ligne éthique s'appelle « Dites-le » ou si on prend Rio Tinto, on parle de « Votre voix ». Donc, il y a ici vraiment, c'est présenté par les entreprises comme un moyen pour les salariés de s'exprimer, de faire valoir leur expressivité, un moyen de garantir à tout moment la participation directe des travailleurs et peut-être dans une moindre mesure de leurs syndicats. Toutefois, cette démarche éthique peut aussi soulever différents problèmes parce que là, on a un certain contrôle de l'application du code qui se fait par les salariés eux-mêmes. Oui, c'est beau. Je suis rendue aux droits sociaux. Donc, sur les plans des droits sociaux, là aussi, on avait plusieurs indicateurs en matière de droit du travail. On avait pensé au temps de travail, on avait pensé à la sécurité d'emploi, bien sûr, évidemment, la santé et sécurité au travail. Et ce qu'on va retrouver comme indicateur, vous le voyez, qui sont très constants, c'est la question de la protection de la santé et sécurité au travail, qui est une grande question pour les entreprises. Donc, dans tous les cas, on va avoir des engagements au niveau de la santé et sécurité au travail. On va aussi avoir une protection contre les représailles en matière de dénonciation. Donc, ça va un peu avec la ligne éthique dont on parlait au niveau des droits politiques. Et ce qui va revenir aussi souvent, et là, ça rejoint la présentation de Grégor, c'est la protection de l'environnement qui est un engagement qui est pris à l'intérieur des codes de conduite. Maintenant, Isabelle vous parlait tantôt qu'on s'est interrogé sur l'effet des codes de conduite. Évidemment, là, on s'est interrogé sur les effets des codes de conduite sur un plan juridique. En ce sens que notre étude porte sur la façon dont les codes sont mobilisés devant les instances, on pourrait qualifier de quasi-judiciaires, soit dans les cas dont je vais vous parler, le tribunal administratif du travail ou encore l'arbitre de grief. Et comme Isabelle vous disait, bien, on a pris des cas qui ont trait au code de conduite qu'on a analysé. Bon, par rapport à la jurisprudence qui a trait à ce qu'on a appelé de façon générale les droits civils, dans la première décision Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce et Provigo Québec Inc., c'était le code de conduite de l'OBLA qui prévoit une politique d'accessibilité à l'emploi des travailleurs handicapés. Et on se demandait si dans le cas d'un salarié qui avait posé sa candidature pour un poste et qui ne l'avait pas obtenu en raison de son handicap, si en fait l'employeur avait rempli son obligation d'accommodement parce que l'OBLA insiste beaucoup sur l'accessibilité pour les personnes handicapées dans son code. Et si l'arbitre a dit que le code ne pouvait pas modifier ou ne modifiait pas le critère de la contrainte excessive en matière de droits et libertés, ce qui veut dire que l'accessibilité ne signifie pas qu'on peut confier à un salarié des tâches qu'il n'est pas au départ capable d'effectuer. Bon, je ne rentrerai pas dans l'analyse fine de l'obligation d'accommodement parce que je n'ai pas le temps, on pourra peut-être y revenir. Mais donc, le code ne modifie pas le droit existant dans ce cas-ci. Dans le code d'Unifor contre Bell, dans ce cas-ci, c'était un grief qui contestait une conduite condescendante, dénigrante, vexatoire et abusive d'une supérieure. Donc, on se posait la question, est-ce que c'est du harcèlement psychologique? Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que le cas était traité en vertu du droit fédéral du travail
avant que le Code fédéral du travail n'inclue des dispositions interdisant le harcèlement psychologique. Toutefois, la politique de l'employeur en matière de violence en milieu de travail interdisait le harcèlement psychologique, mais aussi d'autres formes d'incivilité. Et dans ce cas-là, on a déterminé que même si le comportement ne répondait pas aux critères jurisprudentiels du harcèlement psychologique, c'était contraire au code de conduite et ça portait atteinte à la dignité de la salariée. Donc, le code de conduite pouvait ici être invoqué au soutien du grief de la salariée. Donc, on voit que dans un cas, ça n'apporte pas plus de droits, mais dans l'autre, ça peut être invoqué au soutien de la réclamation de la salariée. Je vais revenir au niveau des droits politiques sur cette question de ligne de dénonciation qui a été évoquée dans la décision Journal de Montréal et Syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal. Donc, on parle ici du Code de conduite de Québécois. Et dans le Code, il y a une obligation qui est faite aux salariés de rapporter promptement les contraventions au Code dont ils sont témoins. Et dans cette affaire-là, c'était un grief d'interprétation. Et l'arbitre a dit que l'obligation de loyauté des salariés n'allait pas aussi loin que de leur imposer une obligation de dénonciation. Donc, l'employeur ne pouvait obliger les salariés à dénoncer. Et donc, ici, on voit que le Code de conduite s'intègre dans le cadre des obligations en matière d'emploi du Code civil du Québec qui prévoit cette obligation de loyauté. Et je vais finir rapidement au niveau des droits sociaux. Bien, dans Marchand contre Bombardier puis La Pointe contre Rio Tinto, ce qu'on a vu, c'est que le Code de conduite pouvait être utilisé en matière disciplinaire pour pour constituer une cause juste et suffisante de congédiement, notamment en matière de corruption et de conflit d'intérêts. Et dans la dernière décision, Mitchell et Air Canada, bien, le Code de conduite a été utilisé pour aider la travailleuse à prouver qu'un accident de travail avait eu lieu à l'occasion du travail parce qu'en faisant une chute dans le bain, elle avait eu une lésion professionnelle. Or, la politique de l'employeur concernant l'apparence demande aux travailleurs de respecter certaines règles d'hygiène, d'avoir une belle coiffure, etc. Donc, le fait de se préparer à aller au travail était un accident à l'occasion du travail. Et je vais laisser Isabelle conclure là-dessus. Mais je n'ai pas de temps de conclure. C'est ça. Juste pour dire, c'est une étude préliminaire. Il nous reste encore des décisions à trouver, pas à lire, mais à en trouver. C'est sûr qu'on voit ici les codes de conduite qui s'insèrent dans l'encadrement juridique existant, dans le milieu syndiqué avec les recours possibles. Dans un milieu non syndiqué, on peut se demander quel effet les codes de conduite peuvent avoir, outre de servir de congédiement disciplinaire, mais l'analyse reste à finir. La dernière question qu'on se pose, pour ajouter aux formes de citoyenneté esquissées par Grégard précédemment, est-ce qu'on cherche avec les codes de conduite à avoir une citoyenneté industrielle, une citoyenneté de marché où on responsabilise l'individu qui a des obligations par rapport à sa propre santé et sécurité, ou est-ce que c'est la citoyenneté de l'entreprise comme bon citoyen corporatif? Merci.